Je suis un prêcheur du ralentissement. Ralentir comme art de prendre le temps de vivre, reconquérir le droit d'avoir un cœur qui bat, 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 s'installer dans l'ici et le maintenant comme un lieu de vie, débrancher, réinitialiser, s'échapper, avoir sa cadence calquée sur les notes de l'essentiel, jouir de la validité universelle de chaque respiration, être sourd face aux appels de l'accélération. Je ne suis pas une brochette calculable, un morceau de viande dans le barbecue du capitalisme. Je ne suis pas un profil, une ligne de code, un produit, un emballage. Je suis. Lorsqu'on choisit d'écrire, on prend une distance pour s'inscrire dans la durée. C'est comme si on habitait l'instant. Et en réalité, on ne pose pas les vraies questions. Voilà, on passe totalement à côté des vraies problématiques qui doivent nous interpeller, nous, en tant qu'humanité. On n'écrit jamais en dehors de soi. Voilà, on n'écrit pas en dehors de son histoire, de son identité, de son rapport avec le réel et de son processus de socialisation. Même en tant qu'humanitaire, mon action n'est pas neutre. Même si mon intention c'est d'aider, mon action n'est pas neutre. Une phrase, Oui, une phrase. vivre et briller. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Lorsque nous mettons des mots sur les mots, les 10 mots deviennent des maudits et cessent d'être maudits. Une citation de Guy Corneau. Bonjour ou bonsoir. C'est Rahma de votre plateforme sociétale morale, des mots et des râles. Votre plateforme sociétale qui met en lumière les mots MAUX de la société, mais qui propose également des solutions. Morale est un espace non seulement dédié aux problématiques de la société, mais surtout à l'éducation, à la parentalité positive, au développement personnel, à la citoyenneté et à l'engagement et à tout ce qui touche à l'humain dans sa complexité. Tout d'abord, je vais t'inviter à t'abonner, à liker cette vidéo, mais surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Tu peux également nous trouver sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, LinkedIn et bien entendu sur le site web www.mo-ral.com. Tu trouveras toute l'actualité de morale et bien sûr, tu pourras également lire les entretiens. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et honneur de recevoir un romancier, quelqu'un de très passionné des mots, un féru des mots. Il est également poète et slameur. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'humain et utilise les mots pour dénoncer les mots MAUX. Je ne vous en dirai pas plus. Découvrons ensemble notre invité juste après le générique. li ci baay bi di doom na ko jëli kaddu mag ñi nii na ko sëti firi nañu gën a disoo ndax ñu mën a déggoo xanaa gisoo jikko yi ni ñu gën a yàqoo xale poto poto la na ko raaxee rek lay wëyee. Pathé J. dit Patterson est un romancier, poète, essayiste et slameur sénégalais. Il est auteur du roman J'ai écrit un roman, je ne sais pas de quoi ça parle, publié par Harmattan en décembre 2020 et de 2 recueils de poèmes, L'irrésistible attrait de l'ordinaire par Al-Farouk Édition, en février 2024 et Accoucher de soi par Hello Édition en octobre 2024. Ancien enfant de troupe, il fait ses études supérieures à l'ESM Dakar, où il obtient un master en sciences politiques, mention relations internationales, en passant par un programme d'échange à Sciences Po Paris. Il cumule une expérience de plus de 5 ans en tant que chercheur et formateur en prévention et gestion des conflits en Afrique de l'Ouest dans le bassin du lac Tchad. L'humanité est au cœur de son œuvre littéraire et il explore aussi, dans ses recherches, les défis éthiques liés aux usages de l'intelligence artificielle. Il tient sur ce sujet une chronique intitulée « Territoire inconquis ». Bonjour Patterson, c'est un plaisir de vous recevoir sur Morale et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Rama, merci pour l'invitation, merci pour l'accueil. Salutations à toutes les personnes qui sont dans l'aventure morale. Parfait. Donc on va commencer par ce que vous maîtrisez le plus, en tout cas vous le faites très souvent, c'est-à-dire écrire. Donc je vais te demander d'écrire un mot sur ce post-it que nous allons découvrir juste avant la fin de cet entretien. Alors,
Et je garde. Oui, vous pouvez garder et on va le découvrir après. Je vais le découvrir en même temps que les autres. Alors, Patterson. Qui est Patty avant d'être Patterson? Patty J. Mhm. Patty J est un passant qui marche vers son éternité et qui essaie de vivre à hauteur de la vibration de sa lumière, parce que je crois que chaque être humain Mhm. est une lumière. Et Patterson, c'est la part de Patty J qui s'exprime, qui ne m'appartient pas, qui s'offre au monde. Mhm. Et cette part-là, on l'appelle peut-être un artiste. Magnifique. Mais d'où vient le Patterson? J'adore raconter cette histoire parce que Patterson vient de mon enfance, d'une belle rencontre durant mon enfance sur le chemin de l'école coranique. Mhm. Je rencontrais tout le temps un vieillard qui était à chaque fois devant chez lui, sur Mhm. sa chaise, en train de lire un journal. Donc tout le temps, je Mhm. le trouvais avec son journal en train de lire ou de jouer aux mots fléchés. Mhm. Et à chaque fois que je passais à côté de lui, je le saluais avec mon frère et mes amis. Et c'était devenu un rituel. De temps en temps, on restait discuter avec lui, il nous racontait son enfance. Un jour, il me demanda d'où vient ton prénom. Je lui dis, moi, je porte le nom de mon grand-père paternel. Il rétorqua, donc c'est toi, Pathé, le fils. Comme il aimait jouer avec les mots, Ok. il renchérit. Donc c'est toi, Pathé, the son. Et Ok. c'est de là que Patterson est né. D'accord. Et je signe en affection à cette personne que j'appelle mon grand-père ramassé dans la rue. Voilà, Ah, c'est beau. Donc, c'est Pathé, le fils de. voilà, Parfait. Et ce qui exactement, donne Patterson. exactement. Et quel genre d'enfant étais-tu? Euh, alors, Pathé était un enfant agité, Mhm. toujours porté par le mouvement. Mhm. Voilà, donc studieux quand même, mais très agité, porté par le mouvement. Voilà. Mhm. Euh, et cela veut dire que quand tu étais enfant, tu étais agité. Oui, Maintenant, à l'âge adulte, parce que tu as déjà donné un mot qui définit Patterson dans son enfance, quel serait le mot euh, pour définir Patterson à l'âge adulte? calme Mhm. et rêveur. Mhm. Voilà. Calme et rêveur. Rêveur à Je, cause de l'âme d'artiste, peut-être? peut-être c'est Mhm. l'écriture qui fait que je rêve beaucoup. Mhm. D'habitude, je dis à mes amis que je passe peu de temps sur Terre. Euh, je, je, je crée tout le temps un monde parallèle. Euh, voilà, peut-être c'est l'écriture qui m'impose ce rythme-là. Et Mhm. c'est comme aussi une manière de refuser Mhm. un monde qui nous soumet au dictat de l'accélération constamment. Mhm. Voilà, Donc, on va dire que tu es tout le temps dans tes pensées, tu réfléchis beaucoup. beaucoup, oui, Quelqu'un qui écrit quand même réfléchit énormément. Mais exactement. est-ce que cela ne te déconnecte pas parfois de la réalité? C'est-à-dire quand, par exemple, tu es autour de personnes avec qui tu es censé maintenir un lien, être là présent, est-ce que parfois tu ne te sens pas déconnecté? Non, pas du Mhm. tout, parce que l'écriture me ramène à l'urgence qu'on Mhm. n'écrit jamais en dehors de soi, en Mhm. dehors de son contexte. Donc, en tant qu'écrivain, on a une certaine responsabilité face aux urgences de notre époque. Mhm. Ça nous pousse à être lucide. Le fait que je travaille sur des questions de conflit, paix et sécurité aussi m'impose cette forme de lucidité-là. Mhm. Donc, je pense que voilà, j'essaie de garder les pieds sur terre et je suis très attaché à la notion de la présence. Voilà, de dire que la vie, c'est d'être présent dans l'instant, d'être en résonance Tout à avec, fait. avec soi et les personnes qui nous entourent, ainsi que l'environnement. Mhm. Voilà. Tout à fait, c'est très important. On reviendra tout à l'heure sur ta fonction, c'est-à-dire le fait de faire des recherches Mm. sur l'Afrique. Mais tu es également romancier, poète, essayiste et slameur. Qu'est-ce que l'écriture permet d'exprimer que la parole ne peut pas toujours exprimer? Je ne sais pas ce que Mhm. l'écriture permet d'exprimer, que la parole ne saurait exprimer. Mhm. Par contre, je crois que quand on choisit l'écriture, Oui. c'est comme si on Mhm. choisit une empreinte Mhm. dans le temps long, parce que l'écriture donne une forme au silence et de l'architecture aux hésitations les plus profondes. Donc, lorsqu'on choisit d'écrire, c'est comme si on prenait de la distance par rapport à la parole qui est éphémère, mais pour dire autrement et plus durablement.
C'est Roland Barthes dans le degré zéro de l'écriture, essaie de démontrer le fait que lorsqu'on choisit d'écrire, on prend une distance pour s'inscrire dans la durée. C'est comme si on habitait l'instant. Et donc, moi, je suis attiré par ce regard-là qu'il a de l'écriture. Oui. Et Franz Kafka, dans ses carnets aussi, revient sur cela, en démontrant que l'écriture aussi permet de dire des vérités que la parole ne saurait contenir. Ouais, donc oui, l'écriture permet nous permet d'habiter l'instant, de creuser un moment, voilà. Tout à fait. Voilà. Parce que parfois, quand on s'exprime par la parole, il y a des mots qui peuvent nous échapper. Et quand on écrit, on a cette pleine conscience et on peut tout mettre sur papier, contrairement aux mots qu'on exprime verbalement. Mais tu as également intitulé ton roman que tu as publié en quelle année d'ailleurs? J'ai écrit un roman, je ne sais pas de quoi ça parle. En décembre 2020. En décembre 2020. Finalement, écrire un roman sans savoir de quoi ça parle, que racontent nos mots malgré nous? Parce que moi, dans ma démarche littéraire, déjà, je crois que beaucoup de choses me tombent dessus. Déjà, je n'ai pas choisi d'écrire un roman. Moi, je suis rentré dans la littérature par la porte de la poésie. Le roman m'est tombé dessus. L'inspiration aussi, ce qui me pousse à me réveiller à 3 heures du matin pour écrire, je l'ai pas appelé. Ça vient à moi directement. Donc, déjà, je réfléchis toujours sur, voilà, moi, mon pouvoir dans cette aventure-là. Est-ce que, est-ce que les mots que je suis en train de partager, est-ce que je ne suis pas juste, un espace par lequel les mots passent pour s'adresser aux personnes, et que moi, c'est bon, je n'ai pas forcément, mon mot à dire dans ce processus-là. Donc, le roman m'est tombé dessus. Et dans ce roman-là, en l'écrivant, déjà, j'avais un blog qui s'appelait Silence des rimes. Et je recevais beaucoup de retours de mes lectrices et lecteurs. Et au moment de publier le roman, là, je me suis dit que bon, un roman déjà publié, j'ai pas envie de choisir à leur place la direction du récit. Donc, je leur dis que lisez et donnez un titre selon ce qui vous aura marqué, selon ce qui vous aura interpellé, dans cette histoire-là. L'autre point aussi, c'est que c'est un roman carrefour, que je vais écrire dans ce que j'appelle là où on saisit la palpitation de la ville. Donc, dans les marchés, dans les lieux de rencontre comme les cars rapides, les gargotes, comme si j'étais dans une démarche sociologique, pour voir les dynamiques sociologiques du pays. Et à la fin, il y avait énormément de choses. Il y avait de la politique, il y avait de la religion, il y avait les faits sociaux, il y avait énormément de sujets et qui se rencontraient à la fois autour d'un personnage principal qui n'est rien d'autre qu'une femme qui aspirait à être présidente de la République d'un pays qui ressemble au Sénégal. Et donc, à la fin, je me suis dit, bon, ce roman-là, je ne saurais donner un titre. Chacun va donner un titre selon ce qui l'aura marqué. Donc, c'est ça. Donc, plusieurs personnes, en tout cas tes lecteurs et lectrices, ont proposé des titres. Oui, j'ai reçu énormément de quand même, titres. tu as choisi le titre. J'ai choisi... Parmi leurs choix. Non, alors moi, au départ, moi, j'ai écrit un roman, je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai assumé et le titre là était une invitation aux lecteurs de donner un titre eux-mêmes selon ce qui les aura marqués. C'est ça, en fait. Voilà. D'accord, je comprends mieux. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, Patterson se souvient de son premier texte ou tout simplement d'un texte qui lui a donné cette sensation de délivrance? On creuse, hein? Oui, en fait, je pense que moi, j'ai commencé à écrire très tôt. Oui. Et peut-être j'ai commencé à me dire que ça, c'est du sérieux. Lorsque j'ai créé mon blog en 2015, Silence des rimes, où je commençais à publier tout et n'importe quoi, parce que ce blog-là était comme un laboratoire. Donc, il n'y avait pas une ligne éditoriale stricte et claire. Donc, je publiais dedans de la poésie, des chroniques sur l'actualité, voilà. Il y avait des nouvelles à l'intérieur, il y avait des extraits de romans, il y avait tout cela, donc un véritable cocktail. Et donc, peut-être,
Là, le déclic, c'était au moment où je me rends compte que Mhm. tout cela ne m'appartient pas parce que ça interpelle des personnes. Il y a des personnes qui considèrent que Mhm. je leur parle directement en évoquant tel sujet ou tel autre sujet. Des Mhm. personnes qui vont te remercier parce que tu leur as permis d'avoir des mots sur quelque Mhm. chose qu'elles traversent, etc. Donc, à partir de ce moment-là, des échanges avec des lectrices et des lecteurs, j'ai compris que euh, peut-être je suis libre, mais Mhm. euh, dès que je publie mes textes, ces textes ne Mhm. m'appartiennent plus et finalement, moi, c'est devenu une certaine responsabilité. Moi, ce qui m'a le plus motivé à continuer à écrire, c'est ça, c'est de tendre Mhm. la main aux autres. Ce ne Mhm. sont pas c'est pas la reconnaissance, ce ne sont pas les prix littéraires, Mhm. c'est pas la richesse, mais plutôt le fait de créer un espace où on tend la main à l'autre. Absolument. Voilà. Quel est ton dernier texte et de quoi ça parlait Mon dernier texte, que tu as écrit? Le tout dernier. Parce que je vois souvent tes publications également sur Instagram. ouais. J'aimerais bien que tu partages avec peut-être les personnes qui viennent de te découvrir. Je le lis ou bien Non, j'en juste que parle tu... juste? Voilà, D'accord. juste en parler. Mon dernier texte, je pense que je l'ai écrit à la mosquée. Mhm. Ça m'est venu durant la prière Mhm. et je l'ai écrit. Ça parlait de Dieu. Mhm. Qui est Dieu? Où est-il? Je le cherche. Magnifique. Est-ce que Dieu est là en moi, près de moi? Est-ce que c'est une entité Est-ce que tu as le aux-cieux, texte ici? etc. Ouais, Tu l'as en tête? non, j'ai pas en tête. C'est un Ok, texte que j'ai écrit ok, comme ça. ok, Voilà, ok. exactement. Magnifique. Ouais. On pourra le trouver sur Instagram ou quel Je autre l'ai pas encore support? publié. Je Pas l'ai pas encore, mais encore c'est le tout publié. dernier que tu as Ouais, le écrit. tout dernier écrit, D'accord. c'était hier. Hier. Voilà, Ah vendredi. oui, Voilà, ah oui, ok. exactement. Magnifique. Voilà. Alors, Patterson, je vais te proposer qu'on écoute un son, 1 minute d'écoute. C'est le son de Kerry James en featuring avec Zao et Grand Corps Malade. Je m'écris. Alors, 1 minute d'écoute et on décortique ensemble. Si je ne pouvais écrire, je serais muet, condamné à la violence dans la dictature du secret. Submergé par tous ces sentiments sans mots, je m'effacerais comme une mer sans eau. Ma vie ne serait pas la même, aussi vrai que j'aurais pu prendre la tienne. Mon talent s'est corrompu dans l'illicite, où les instants de bonheur sont des éclipses lorsqu'ils ne sont pas des ellipses. Alors j'ai écrit dans l'urgence, comme si ma vie en dépendait, sous les sirènes des ambulances. J'ai écrit par instinct, par survie. Je me suis surpris à écrire afin de supporter la vie. Yeah. Trop de moi dans mes écrits, peut-être que je n'écris plus, je m'écris. J'abandonne mon être à mes lettres, car l'écriture sans âme n'est que lettre. Je n'écris pas que pour m'oublier, parfois j'écris pour qu'il ne puisse jamais oublier, pour qu'il ne puisse jamais nier le martyr des braves. Soudain j'écris des volcans que je grave à l'encre de lave. Je ne fais de la musique que pour vibrer, faire vibrer les cœurs criblés. Je n'écris que pour dire vrai. Si je n'avais su les mots, que serais-je sur le banc des mélancoliques? Ma poésie siège. Voilà. Donc, on a compris pour Kerry. Ouais. Maintenant, pour Patterson, est-ce que comme Kerry, tu abandonnes ton être à tes lettres, puisque Kerry estime que l'écriture sans âme n'est que lettre? Pourquoi aujourd'hui Patterson écrit? Et pour qui il écrit au fond? D'abord, moi, je reviens sur le titre. Oui. Je m'écris parce que voilà, je suis totalement d'accord quand il dit je m'écris parce qu'on n'écrit jamais en dehors de soi. Absolument. Voilà, on n'écrit pas en dehors de son histoire, de son identité, de son rapport avec le réel et de son processus de socialisation. Donc, quand on écrit, en réalité, on partage le souffle de tout ce bagage-là. À côté aussi, c'est une urgence parce que si on considère que l'écriture, pour moi, c'est une passion, si je considère que c'est ma passion, c'est la passion au sens latin du terme, c'est-à-dire que c'est une douleur. Je mourrais si on m'enlevait ma plume, mais aussi c'est une douleur de pouvoir continuer constamment à
vivre ma passion. Je Mhm. dois faire beaucoup d'efforts pour continuer à avoir des espaces pour être productif dans une société où il y a beaucoup d'injonctions à être. Il faut travailler, il faut être présent Mhm. pour. Mhm. Donc, il faut pouvoir trouver l'équilibre autour de tout cet arsenal-là pour pouvoir trouver des espaces Mhm. pour créer. Voilà. Donc, pour s'adonner à cet acte de création-là, Mhm. on doit trouver beaucoup de l'équilibre, sa propre discipline pour pouvoir survivre dans la société. Mhm. Donc, ces deux éléments-là m'interpellent dans le texte de Kerry James. Euh, je, je ne, je suis très exigeant quand il s'agit d'être sincère Mhm. quand on écrit. Donc, pour moi, oui, quand j'écris, je donne mon tout Mhm. et à la fin, je suis vide en Mhm. attendant autre chose. Donc, le temps d'écriture, lorsque l'appel est là, c'est comme lorsqu'on a envie d'éternuer. Ouais. Tant que ça ne sort pas, on n'est pas libéré. Mhm. Et quand ça sort, c'est comme si tout ce qui était à l'intérieur est parti. Mhm. Et c'est exactement ça pour moi, la démarche d'écriture. Euh, Lorsqu'un texte n'est pas sincère, on le sent. Mhm. Et c'est pourquoi quand j'écris, je me dis que euh, je suis la première personne à Mhm. convaincre. Mhm. Lorsque j'écris et que je lis mon texte et que je dise que waouh, ça me parle, ça a une résonance en moi, et que peut-être je retrouve un sourire ou bien Mhm. un certain sentiment par rapport à mon propre texte, là, j'ose le partager. Mais lorsque je Mhm. produis un texte et que je n'ai pas ça, je n'ose pas le partager. Mhm. Parce que par exemple, si un texte, par exemple, est drôle, Mhm. si ça ne me fait pas rire, Mhm. est-ce que je dois espérer que ça fasse Mhm. rire une autre Une autre personne? Non, personne. C'est ça vrai. c'est même se vendre des illusions à soi-même. Mhm. Donc c'est ça. Donc ma démarche, en tout cas, c'est d'être le plus sincère possible Mhm. avec moi-même et sincérité à entendre ici comme un don de soi, se donner entièrement, Exactement. s'abandonner entièrement à sa Mhm. plume, comme l'a souligné, l'a déclamé Kerry James. Mhm. J'écris pour qui? J'écris pour moi aussi. J'écris Ok. pour moi sans une forme d'égoïsme, mais je pense que l'écriture, c'est un espace où je suis en face de moi-même. Mhm. Voilà, où je ne, je n'ai pas de filtre Mhm. par rapport à ma manière de vivre une réalité, par rapport à Mhm. ma manière de voir Dieu, par rapport à ma manière de voir voilà une actualité qui nous concerne nous tous, etc., etc. Mhm. Et donc, la personne qui va lire ce texte-là et qui va s'identifier à une idée, à des mots ou bien à une histoire, cela révèle quoi? Cela révèle que nous partageons quelque part une même condition. Et cette condition-là, c'est notre humanité. Mhm. Voilà. Donc, c'est pourquoi quand je partage, l'idée, c'est de dire que très souvent, il y a une personne qui va lire un texte et qui va se Mhm. sentir interpellée. C'est comme si moi, je lui offrais des mots pour désigner quelque chose qu'elle est en train de vivre. Donc, C'est c'est beau. pourquoi moi, je tiens Mhm. à partager, mais Mhm. j'écris d'abord pour moi-même. Et tu rejoins également Hugo qui dit que quand je parle de moi, je parle de vous. Ouais, Mhm. à un sens qui croit que je de voir quand je vous parle de vous. Exactement. Exactement. Parfait. Et est-ce que, au-delà peut-être de Kerry James, je pense que tu l'estimes beaucoup comme Grand Corps Malade. On discutait tout à l'heure et tu me disais que tu écoutes beaucoup Grand Corps. Et est-ce qu'aujourd'hui tu as une référence dans ce monde, un rappeur, écrivain, poète, peu importe. Et qu'est-ce qui te lie à cette personne? Ouais, effectivement, je pense que les premiers textes de slam qui m'ont bercé, ce sont des textes Abdel Malik, de Mhm. Grand Corps Malade. Mhm. Et aussi, j'aime bien ceux qui font du rap texte comme Kerry James. Ok. Voilà, donc Mhm. un texte, un rap où on sent vraiment qu'il y a ce travail d'écriture-là. Mhm. C'est souvent des choses qui m'interpellent. Mhm. Mais un écrivain qui m'a Mhm. marqué, moi, c'est mon grand frère parce que c'est la première personne que j'ai vue écrire et déclamer ses textes Mhm. dans la cour de la maison. Et pas parce que c'est mon frère, hein, non, loin de là, mais parce que en travaillant sur mon style, jusqu'à ce que cela devienne une certaine obsession, je me suis rendu compte que ces textes, il allait chercher quelque chose, un Mhm. style, quelque chose qui va au-delà d'une simple juxtaposition des mots Mhm. pour donner une autre vie aux mots. C'est parce que quand on écrit de la poésie, en réalité, on adopte toujours une langue qui n'est pas attendue et Mhm. cette langue-là, elle est libre. Donc, c'est pourquoi Christian Bobin, qui est un poète français, disait que faire de la poésie, c'est faire langue dans la langue.
parce que, Mhm. voilà, nous C'est tous, faire langue dans la dans langue, la langue. voilà, parce que nous tous, nous parlons français, Mhm. mais nous n'avons pas la même manière d'habiter la langue. Nous n'avons Mhm. pas la même manière de créer une architecture sur notre sensibilité, la même manière de donner vie aux mots. Donc, voilà, et prendre entièrement cet espace de liberté-là, c'est Mhm. habiter la poésie, c'est habiter sa propre langue. Mhm. Faire de la poésie, c'est habiter sa propre langue. Yes. On va aborder maintenant ton parcours. Au regard de ce parcours de Sciences Po au mot, comment s'est passé ce déplacement? Pourquoi ce déplacement des Sciences Po au mot, ce centre de gravité vers l'humain et la poésie? Comment tu peux nous expliquer cela? Euh, je dirais pas qu'il y a eu un déplacement, Mhm. mais comme ce que je disais au départ, c'est que en tant qu'être humain, euh, il y a plusieurs personnages en nous et Mhm. tous tous ces personnages-là ont besoin de s'exprimer pour qu'on puisse vivre Mhm. pleinement. Voilà, Tout c'est à comme fait. ça que je peux Mhm. l'expliquer peut-être. Mhm. Et au départ, moi, j'ai toujours vécu avec les mots. euh, et au départ, moi, quand j'étais au Britannique, j'étais très calme. Mhm. Et en classe de seconde, moi, j'ai découvert le théâtre. Donc, j'ai commencé par le théâtre. Euh, le théâtre me révèle à moi-même. Donc, je Mhm. réalise que je pouvais devenir Mhm. euh, tout ce que je veux en réalité. Ouais. Donc, en incarnant plusieurs personnages, j'ai joué dans des pièces comme L'Exil d'Albury, Mhm. j'ai joué The Road de Wole Soyinka, Mhm. ou bien le- j'ai joué aussi dans la pièce du capitaine Charles Torré. Donc, Ok. ces pièces qui m'ont beaucoup forgé. Mhm. J'ai fait des bâtons aussi. Donc, Mhm. tous ces éléments-là, ce sont des espaces où on baigne carrément dans des mots. Donc, Exactement. Ok. voilà, juste après, ça m'a mené au slam. Mhm. Je me suis toujours battu à garder ma passion où que je puisse être. D'accord. Mhm. Donc même dans mon travail, donc dans mon parcours de Sciences Po et mon travail de chercheur aussi, Mhm. j'ai toujours recours aux mots pour exprimer ce que j'ai envie de dire. Mhm. Donc, il n'y a pas de frontières, Mhm. mais un seul univers où il y a plusieurs ramifications. Mhm. Voilà. Ok, je comprends mieux. Et avant de parler de ce travail de chercheur, tu dis également dans ta bio sur LinkedIn, pour parler du théâtre que tu viens de mentionner, que la culture est un outil fondamental pour prévenir les conflits et cultiver la paix. D'accord, Mhm. ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur Mhm. parce que très souvent, lorsqu'on aborde Mhm. les conflits, euh, on est très souvent piégé par le tout militaire. C'est-à-dire Mhm. on cherche à avoir une solution militaire, des interventions militaires, etc., etc. Mhm. Alors que, en réalité, chaque peuple a déjà, lorsqu'on fouille l'histoire, Mhm. des mécanismes endogènes de Ouais. règlement des conflits. Quand on Mhm. prend les pays du Sahel, par exemple, Mali, Niger, Burkina, Mhm. et lorsqu'on vient jusque chez nous, d'ailleurs, il y a des éléments culturels qui nous permettent de Mhm. prévenir des conflits Ouais. ou peut-être de consolider la paix. Je prends un exemple Mhm. banal, c'est le cousinage à plaisanterie. Ouais. Voilà. Donc, lorsque je vois lorsqu'un Sérère voit un Peul qui lui dit, toi tu es mon esclave, avec le Mhm. ton de la blague, en réalité, Ouais. on crée une amitié. C'est ça. Et déjà, l'élan qui est insufflé, c'est qu'on peut discuter en réalité de tout. S'il y a un différent, nous pouvons passer Dialoguer. par le Oui. dialogue Mhm. pour trouver un terrain d'entente. Mhm. Donc, en réalité, la culture euh, nous Mhm. invite à explorer les manières d'être au monde d'une communauté Mhm. pour mieux les comprendre, Ouais. mais aussi de permettre de créer des espaces de dialogue entre ces personnes-là. Mhm. Et parce qu'à partir du moment où on vit ensemble, on est Mhm. toujours exposé Bien sûr. à des tensions, pour ne pas dire conflits. Mhm. Donc, c'est pourquoi je le dis. Et en termes aussi de prévention des conflits ou de consolidation de la paix, Oui. moi, j'ai toujours cherché à Mhm. faire recours à l'art Mhm. pour partager des messages de paix. Comme par exemple, travailler avec des caricaturistes, des peintres pour partager des messages de paix au sein des Mhm. populations, utiliser la voix, le slam pour partager un message de paix. Tous ces éléments-là sont des leviers pour moi qui peuvent être aussi efficaces que les colloques, et les conférences et les panels Mhm. qu'on tient un peu partout. Magnifique. Voilà. Et dans ce travail de recherche sur les conflits,
quelles sont les blessures qui vous ont particulièrement marqué, de l'Afrique en particulier? Mhm. Ça, c'est une question Mhm, très intéressante. En, en étudiant les conflits, particulièrement en Afrique de l'Ouest et dans le bassin du lac Tchad, que je mhm, connais bien, euh, et même en regardant l'actualité dans d'autres parties du monde, ce qui me fait mal, mhm, ce n'est pas le fait que les conflits, les différentes tensions ont fait beaucoup de pertes en vies humaines, mhm, beaucoup de familles déplacées, etc. Pas mhm. seulement ça, Ouais. mais c'est le fait que nous arrivions à y perdre notre propre humanité. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre ce qu'on appelle une certaine déshumanisation de la guerre. Mhm, On est expo, on traite la guerre de manière très arithmétique. mhm, Il y a eu un conflit au Mali, au Niger, au Burkina Faso. mhm, On va se limiter à dire qu'il y a tant de morts, tant de mhm, femmes, tant de déplacés. On mhm, oublie que derrière ces chiffres-là, mhm. ce sont des familles qui sont brisées, Ouais. ce sont des familles qui sont déplacées. On oublie que derrière ces chiffres-là, ce sont des enfants qui deviennent des orphelins et des orphelines. On, on- et on reste sur la dimension purement arithmétique de la Mhm, tragédie des autres. Et mhm, donc, cette arithmétisation de la tragédie des autres nous invite à les banaliser. Et ça, c'est ça. Et en faisant ça, nous perdons notre propre empathie et notre capacité à nous mettre à la place de ces personnes-là. mhm, Donc, nous sommes en train de perdre notre humanité en regardant de face tous les jours la tragédie des autres. C'est ce qui me hante le mhm, plus quand j'étudie les conflits dans le monde. mhm. Ouais. Donc, pour toi, c'est plus les conséquences de ces conflits et surtout que les enfants peuvent vivre. C'est surtout ça qui t'interpelle ou Oui, qui te marque. Mhm, peut-être les conséquences, mais peut-être que mhm, ça révèle quelque chose de mhm, plus profond que l'être humain s'habitue à tout, mhm, même à la pure barbarie. Nous sommes exposés tout le temps, tous les jours à des scènes très horribles oui. et on finit par s'habituer Mhm, à force de voir ça aux écrans, à force de voir ça dans des rapports, mhm, tout le temps, on finit par considérer que c'est banal, oui. Mhm, c'est comme si ce sont des faits divers finalement ce mhm. qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Nord Kivu, Bien ce qui sûr. se passe au Sahel, tout, à force d'entendre ça, c'est Mhm, comme si on met ça au même pied que les faits mhm, divers. mhm, Et je pense que ça, c'est malheureux. Et ce qui est fort dommage dans tout cela, c'est que en même temps, on va voir de 2012 à maintenant, si on prend le cas du Sahel, mhm. le Sahel est devenu tout simplement un cimetière de projets. Les puissances internationales, les organisations internationales ont investi énormément de milliards Absolument. d'euros Mhm, et de dollars et ça n'a rien changé. Voilà. Donc, finalement, on est en train d'instrumentaliser le malheur de ces personnes-là sans voix mhm, pour passer notre vie entre deux avions, à faire des colloques, des conférences, à dire que oui, il faut que la violence cesse ici, il faut que la violence cesse là-bas, mais mhm, sans solution concrète. mhm, Et un autre point aussi qui m'interpelle, c'est que quand on va sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit, c'est que ces populations-là pour qui nous nous battons ne mhm. sont pas impliquées dans la manière de nommer le problème, mais aussi dans la manière de trouver des Trouver la solutions solution. à ces Tout problèmes-là. à fait. Donc, moi, je vais m'asseoir dans mon bureau à Dakar et dire que, ouais, le problème au Sahel, c'est ça et ça et ça. Mhm, Et moi, je n'ai pas pris en compte suffisamment le récit des personnes qui subissent ça au quotidien. mhm, Je vais donner une liste de recommandations sans que ces solutions-là ne viennent des personnes qui subissent ça au mhm, quotidien. mhm, Et ce qui fait que nous passons, nous tous, à mhm. côté de la plaque. Absolument. Et depuis 2012, il y a énormément de projets, énormément d'argent Mhm, injecté. Euh, on va mettre ça derrière une caricature, on va dire que ça c'est de l'humanitaire, on va mhm. dire que ça c'est de la politique, on va dire Ouais. que ça c'est de la prévention ou bien de Mhm, la consolidation de la paix, mhm, mais rien ne change en réalité. mhm, Voilà, comme si, et je vais être sévère envers moi-même, mhm, comme si ce malheur-là, euh, quand on parle d'économie de la guerre, mhm, on pense directement aux personnes par exemple, aux bandits qui utilisent, qui font, qui vont couper la route pour pouvoir se faire de l'argent, etc., qui mhm, profitent pour faire de l'argent ou bien mhm, pour pouvoir entretenir une économie illicite. mhm, Mais ça va bien au-delà. Même les politiques, mhm, les personnes qui travaillent dans le développement, mhm, avec le recul, doivent
considérer qu'ils font partie de cette économie de la guerre-là parce que finalement, tout cette manne financière-là injectée dans ces projets-là, bon, ne profite qu'à les maintenir en vie, Absolument. mais pas à changer la condition des milliers de femmes, d'enfants, d'innocents qui vivent dans les contextes de conflit. Tout à fait. Voilà. Et quelles sont les solutions que Patterson propose en corrélation avec ton champ d'action? Oui. Selon toi. Moi, je suis beaucoup attaché à ce qu'on appelle la sensibilité au conflit. La sensibilité au conflit n'est rien d'autre que la capacité pour une personne ou pour une organisation de bien comprendre le contexte dans lequel elle intervient, de comprendre les relations entre son intervention et le contexte et de faire de sorte que son action ne contribue pas à envenimer la situation trouvée sur place. C'est-à-dire que même en tant qu'humanitaire, mon action n'est pas neutre. Même si mon intention c'est d'aider, mon action n'est pas neutre. Parce que moi, je peux venir pour vous aider, vous faire mal. Voilà, vous voyez. Donc, si je donne un cas très banal pour mettre ça en relief, imaginons on vient dans un village, on dit que on voit que les femmes font 15 kilomètres par jour pour trouver de l'eau. Sans demander leur avis, on crée un forage. Et on revient un an après pour suivre, évaluer, on se rend compte que les femmes n'utilisent même pas ces points d'eau-là. Et là, on demande à ces femmes-là pourquoi elles n'utilisent pas les points d'eau. Ils disent que eux, traditionnellement, chaque matin, les femmes se réveillent, pas pour chercher de l'eau. Elles font pas 15 kilomètres pour aller chercher de l'eau, elles font 15 kilomètres pour aller se retrouver entre elles, seules. Voilà, parce que c'est loin du village sans les hommes. Donc, en réalité, on a vu un problème, un fait culturel, on en a fait un problème. Donc, on est passé à côté du diagnostic du problème parce que tout simplement, on n'a pas intégré la voix des populations locales dans le récit. Je pense que ça, c'est une recommandation fondamentale pour moi, à la base, de commencer par cela. Les personnes concernées doivent être impliquées dans la manière d'identifier le problème, mais aussi les solutions qui sont proposées. C'est fondamental. Et aussi on cesse de se voiler la face. Voilà. Et depuis 2012, il y a combien de conférences internationales, il y a combien de panels. Finalement, c'est du théâtre, quoi. À un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité, il faut qu'on arrête, quoi. Qu'on aille sur le terrain, qu'on soit plus pragmatique et qu'on cesse de penser que c'est un costume cravate dans les colloques qu'on va changer le monde. On va parler également d'un autre phénomène. On en parlait tout à l'heure avant d'entamer cet échange. C'est l'intelligence artificielle. On parlait tout à l'heure des néfastes de ChatGPT. Et tu es en train d'écrire, ou tu as déjà écrit, je pense, une chronique sur les défis éthiques de l'IA. Pourquoi ce sujet t'interpelle-t-il en tant que poète et écrivain? Au fait, depuis novembre 2022, on a assisté à l'avènement de ChatGPT, d'accord? Donc c'est le premier modèle d'intelligence artificielle générative que nous avons connu et qui est rendu public. Et depuis lors, je me suis rendu compte que le débat qui est posé nous enferme dans la dichotomie qui consiste à dire, voilà, faut-il y aller ou pas? Faut-il adopter l'intelligence artificielle ou pas? Faut-il avoir peur ou pas? L'IA va-t-elle remplacer l'être humain ou pas? On est enfermé dans cette dualité-là. Et en réalité, on ne pose pas les vraies questions. Voilà, on passe totalement à côté des vraies problématiques qui doivent nous interpeller, nous, en tant qu'humanité. Pourquoi je dis ça? Déjà, la première maladresse, c'est que ChatGPT a eu 100 millions d'utilisateurs en juste 5 jours. Voilà. C'est comme si vous me servez un verre d'eau, moi je bois le verre, après je pose la question, est-ce qu'il fallait que je boive? Voilà. Donc on a eu 100 millions. Il a fallu à Instagram 2 mois et demi pour atteindre un tel nombre d'utilisateurs. Donc on s'est engagé avec un tel enthousiasme dans cette nouvelle innovation sans nous poser les vraies questions. Et après, on revient pour dire faut-il y aller ou pas. Donc il y a une première maladresse dans cela. La deuxième chose qui m'a poussé pour lancer cette chronique, c'est que pour la première fois, une révolution s'attaque à l'être humain dans ce qu'il avait d'imprenable, dans son monopole absolu,
Et ça, c'est son intelligence en tant que capacité à résoudre des problèmes complexes, mais aussi à comprendre et à générer du langage. Et ça, les intelligences artificielles génératives parviennent à le faire. Et pour la première fois, une innovation s'attaque à l'être humain dans son monopole, dans ce monopole-là. Donc, et en tant qu'écrivain, ça m'interpelle parce que ChatGPT peut écrire un bon texte sans faute. Eh oui. Lorsque je demande à ChatGPT d'écrire un poème ou bien en imitant le style de Hugo, elle le réussit. Lorsque je demande à ChatGPT d'écrire en utilisant le style de Marcel Proust, il le réussit. Et donc, tous ces éléments-là font que nous sommes interpellés. Mais cette chronique, particulièrement, c'est pour dire jusqu'où nous sommes prêts à aller. Pour moi, c'est ça la bonne question. Je sais que je peux écrire un article grâce à ChatGPT, mais est-ce que je vais le faire? Donc, individuellement et collectivement, jusqu'où nous sommes prêts à aller. Parce que le jour où je laisse ChatGPT écrire ma chronique à ma place, je cesse d'être un écrivain, je suis juste un prompteur. Un autre exemple qui est parlant, c'est une intelligence artificielle générée par Meta, qui est capable d'être assistant à un médecin. Et durant, comment dire, la consultation, on demande au patient ou à la patiente, est-ce que vous êtes d'accord que cette consultation soit écoutée? Est-ce que vous êtes d'accord qu'une IA vous pose des questions? Est-ce que vous êtes d'accord qu'une IA enregistre cette consultation? Si la personne est d'accord, donc l'IA assiste à la consultation. Et à la fin, l'IA pose le diagnostic et propose des recommandations et le médecin corrige et adapte. Maintenant, comme tout modèle algorithmique, à chaque fois qu'on lui fait des feedbacks, il s'améliore et très vite. Donc, au bout de 10 consultations, le médecin s'abandonne à l'IA. Il n'a même plus besoin de la corriger. Et le jour où le médecin s'abandonne entièrement à une IA, il cesse d'être médecin. Il devient un prompteur en blouse blanche. Et on va réellement vers des hôpitaux sans médecin, des toiles sans peintre, des écoles sans enseignants. Maintenant, est-ce que nous, en tant que type de société, est-ce que nous allons laisser cela advenir? Donc, quelle est la dimension éthique que nous attachons à tout cela? Je pense que ce sont les véritables questionnements que nous devons poser. Et lorsqu'on pose une question à ralenti, au moins on va prendre le temps d'avoir une réponse, parce que ça va très vite. Ça va très vite. Et donc, poser des questions permet au moins de ralentir, de porter un regard critique sur ce qui nous est proposé. Parce que on est en train de nous vendre les mirages du progrès. Le progrès, au sens latin, c'est une promesse, prodigere. Ce sont les promesses d'un homme qui est augmenté. Ce sont les promesses d'un homme qui peut vivre jusqu'à même tuer la mort, parce que les transhumanistes, aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, ont comme projet de faire advenir ce qu'on appelle la mort de la mort. Maintenant, c'est quoi être un être humain si on ne pense plus à la mort? C'est quoi être un être humain si on n'a plus de crise existentielle? C'est quoi être un être humain si on n'a pas de doute? C'est quoi être un être humain si, voilà, on n'a plus cette art de la nuance là? Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle je me suis dit que, ouais, il fallait documenter cela, mais proposer un espace critique, et particulièrement de ralentissement, comme acte de résistance face à la vitesse. Et je vais ajouter, renchérir par une autre question. C'est quoi être un humain qui ne parvient pas à écrire ses propres mots, qui ne parvient plus? Ouais, et ça m'a interpellé, oui, parce que on est en train de perdre une âme, voilà, et d'assister à ce qu'on appelle la mêmeté à l'échelle industrielle. Donc, lorsqu'on regarde les posts sur LinkedIn, on le soulignait tout à l'heure, les messages des personnes, les articles sur Internet, tous les textes ont la même structure. Parce que on n'oublie pas, c'est un modèle qui a été entraîné à réagir d'une certaine manière. Donc, lorsque tout le monde fait la même chose, ça se voit. Ça se voit. Et donc, je reviens à une chose rapidement. L'intelligence artificielle, c'est une technologie qui permet à une machine d'analyser des informations, d'apprendre à partir de ces informations pour pouvoir prendre des décisions ou bien effectuer des tâches qui sont normalement effectuées à l'être humain. C'est pourquoi on parle d'intelligence artificielle. Maintenant, comment ces intelligences artificielles marchent? On prend un modèle qu'on nourrit
avec énormément d'informations. Par exemple, on va prendre tout le corpus disponible sur Internet. Et ces informations-là seront soumises à des équations mathématiques, à des analyses statistiques pour dégager quoi? Des lois du langage, des lois sémantiques, c'est-à-dire des règles de langage. Ce qui permet à la machine de pouvoir produire du langage, mais de manière probabiliste. Par exemple, si je dis que demain, je vais enregistrer donc si j'écris ça sur WhatsApp, on va me proposer le mot podcast très certainement. Donc, la démarche, là, elle est probabiliste. Je vais aller au sport ce soir. Donc, la machine va me proposer certainement ce soir. Donc, la démarche est probabiliste, contrairement à l'être humain qui est dans une démarche indéterministe. Parce que le mot que je vais dire dans 30 secondes, je le sais pas. Et lorsqu'on va taire cette démarche tout à fait naturelle qui est propre à l'être humain, cet art de la nuance-là, on perd une âme pour rentrer dans le monde de la mêmeté à l'échelle industrielle. Et je pense que ça, c'est une tristesse, c'est une tragédie civilisationnelle. Ouais. Et selon toi, qu'est-ce qu'un écrivain peut écrire que même une IA ultra puissante ne pourra jamais écrire? Ce qu'un être humain tout simplement peut écrire et qu'une intelligence artificielle puissante ne pourra pas, c'est sa voix singulière. Parce que ce qu'on est en train de taire, nos voix singulières, notre originalité, notre authenticité, et écrire soi-même, c'est un acte de refus. C'est une lenteur nécessaire face à cette efficacité-là. Donc, cette lenteur-là, pour préserver sa propre voix singulière, je pense que c'est ce qui peut nous sauver, à continuer à exister en tant qu'être humain, parce que la beauté de l'être humain, c'est que c'est une créature imprévisible, complexe. Quelle que soit la complexité de l'intelligence artificielle, il y a une autre complexité qui est propre à l'être humain que rien ne peut imiter. Donc, voilà. Aujourd'hui, si je crée un nouveau style d'écriture, demain, on peut entraîner ChatGPT à écrire comme moi. Mais, j'aurai toujours un pas en avance si je m'attache à mon authenticité. Et pour moi, c'est ça exactement, créer des espaces de refus, de lenteur pour continuer à proposer notre voix singulière. Et justement, je pense que ça rejoint Kerry James qui dit que l'écriture sans âme n'est que lettre. L-E-T-R-E-S. Et on va justement continuer avec cette identité-là dont tu parles à travers ton recueil Accoucher de soi, qui évoque une forme d'introspection douloureuse mais féconde. Que disent ces mots? Ouais, merci. Accoucher de soi est un peu la suite de l'irrésistible attrait de l'ordinaire. Donc, tous les deux des recueils de poèmes. Dans l'irrésistible attrait de l'ordinaire, je me suis autorisé à faire un pas de côté pour dire que la poésie, c'est pas ce qu'on enseigne à l'école. Dire que c'est pas juste des rimes, d'écrire en vers, mais que la poésie, c'est plutôt un regard sur le monde, c'est une réalité. Durant mes ateliers d'écriture, je dessine le soleil et je demande à des enfants de désigner, de dire ce qu'ils voient sans dire le soleil. Et un enfant va te dire boule d'énergie, bien cercle de lumière. Ça, c'est de la poésie. Donc, la poésie, c'est d'abord un regard, une sensibilité que l'on porte sur le monde. Donc, à partir des choses les plus banales, dès qu'on choisit d'y porter un autre regard, il jaillit de la poésie. Donc, c'est ce travail-là que j'ai fait dans l'irrésistible attrait de l'ordinaire. Et dans Accoucher de soi, c'est l'écrivain qui se dit que maintenant j'ai compris peut-être pourquoi j'écris et que ce n'est pas parce que j'ai une attente, ce n'est pas parce que j'ai des espoirs, mais parce que c'est une manière d'être au monde, tout simplement, pour laisser une empreinte sur l'instant, creuser le moment, explorer mon réel, mon rapport à moi et mon rapport aux autres. C'est exactement ça. Donc, Accoucher de soi, c'est une manière d'assumer un style littéraire, une identité, une manière d'être au monde. Voilà. Selon toi, quelle est la chose la plus difficile à transmettre par les mots? Je dirais que la chose la plus difficile à transmettre par les mots, ce n'est pas quelque chose d'indicible forcément,
mais c'est plutôt un décalage entre cette énergie qui vous brûle et ce qui est disponible dans le dictionnaire. Voilà, donc il y a quelque chose qui est disponible, donc le mot dictionnaire, et l'énergie ou le souffle qui nous happe et qui nous demande de s'exprimer à travers nous. Et donc, ce décalage-là, comment faire pour rétrécir au maximum ce décalage-là, pour moi, c'est ce qui est difficile. C'est la chose la plus difficile dans l'acte d'écrire. Et c'est comme une douleur. Voilà, ce décalage-là, c'est comme une douleur. Donc, c'est pourquoi je pense que la difficulté de l'écriture, c'est un peu quand on porte l'obsession de la justesse. Voilà. Ok, d'accord, d'accord, je comprends un peu. Et que réponds-tu à quelqu'un qui n'a plus la force de parler? La personne qui n'a plus la force de parler, je lui demanderai d'abord de se reconnecter à lui-même, hein, de faire confiance à son silence, parce que le silence est un lieu fécond. Voilà. C'est pas pour rien, lorsqu'on regarde dans l'histoire, beaucoup de poètes ont aimé être dans des lieux austères pour se reconnecter au silence. Le silence comme un espace où on se reconnecte à soi, on s'interroge, on se connecte à son moi profond avant d'exprimer quoi que ce soit. Même lorsqu'on cherche à se reconnecter à Dieu, les érudits vont vous dire qui vont s'isoler dans le désert ou bien s'isoler quelque part pour pouvoir faire ce cheminement-là. Donc, le silence est un espace de fécondité, un espace où on peut retrouver des champs imprévisibles qui peuvent nous permettre de guérir. Voilà, donc une personne qui n'a plus la force de parler, je lui dirais de faire confiance au silence comme un espace de thérapie. Et c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Quand vous parlez d'énergie, cette énergie brûlante, c'est parce que là, parfois, le silence peut être assourdissant. Exactement. Le silence, parfois, parle bien plus fort que les mots. Alors, Patterson, nous arrivons bientôt au terme de cet entretien, mais avant de terminer et de découvrir le fameux mot de Patterson, j'ai une série de questions pour toi. Donc, la première, quelle phrase vous te définit le mieux aujourd'hui? Une phrase? Oui, une phrase. Peut-être un quote, une citation d'un écrivain, peu importe. Vivre et briller. Si tu devais laisser un seul texte au monde, lequel serait-il? Je ne sais pas si ce sera le texte que je laisserai au monde, mais un texte qui me parle en ce moment vraiment, c'est ceci. Je suis un prêcheur du ralentissement. Ralentir comme art de prendre le temps de vivre, reconquérir le droit d'avoir un cœur qui bat, 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 s'installer dans l'ici et le maintenant comme un lieu de vie débranché, réinitialiser, s'échapper, avoir sa cadence calquée sur les notes de l'essentiel, jouir de la validité universelle de chaque respiration, être sourd face aux appels de l'accélération. Je ne suis pas une brochette calculable, un morceau de viande dans le barbecue du capitalisme. Je ne suis pas un profil, une ligne de code, un produit, un emballage. Je suis une poignée d'univers, un mouvement insaisissable, une complexité qu'on ne cesse de déchiffrer à insensé, qui croit me cerner avec un algorithme moi. Moi, je veux être en résonance avec chaque parcelle de vie, me connecter à la subtile ondulation des notes du silence et les vibrations de la biophonie à l'aurore et au crépuscule. Je ne veux rien d'autre que la vie, la vie, la vie dans sa déroutante simplicité, celle qui me restitue à moi-même, celle qui me ramène à la substance de mon souffle. Je veux rentrer chez moi, là où on sait encore voir l'autre, là où on entend le concert des oiseaux, là où on ose encore bifurquer lorsque le monde se hâte. Mon djihad aussi. Mon djihad aussi, c'est de me débarrasser des mirages, les maquillages de la modernité qui nous invitent à nous mirer sur des miroirs mirobolants pour mieux nous mailler dans la meute des diminués. Déjà, trop de dégâts, mea culpa, mea maxima culpa, si longtemps, si loin étais-je de moi. Escortez-moi afin que je me rende à moi. Je me rendrai à moi, mon note tactile enlevé, la tête perchée sur une étoile. Je serai un désaveuglé qui sait enfin voir, sentir, se sauver de l'hypnose collective, être libre de vivre en étant soi, hors de la matrice, car je suis une poignée d'univers,
un mouvement insaisissable, une complexité qu'on ne cesse de déchiffrer. Ah, insensé. Il croit me cerner avec un algorithme. Moi. Waouh! J'ai envie d'applaudir. Magnifique, magnifique, magnifique. Pour une férue des mots, une passionnée, une amoureuse des mots, j'étais même au bord des larmes parce que c'est beau. Et comme tu disais tout à l'heure, quand tu écris, tu fais le tout pour que tes écrits, tes mots aient une âme. Pour que la personne qui te lit ou t'écoute puisse ressentir. Et moi, honnêtement, c'est ce que j'ai ressenti. Bravo. On sent le talent, on sent cette passion. Et c'est vraiment prudent. Merci. Magnifique. Alors, on va maintenant, avant de terminer, découvrir le mot de Patterson. Alors, oui. Et pourquoi vie? Oui, la vie. Je pense que c'est important de rappeler aux gens de vivre. On passe notre temps à courir, à considérer que le bonheur se trouve dans un ailleurs et dans l'après, alors que la vie, elle est là. On n'en profite pas assez. On attend une retraite, on attend les prochaines vacances, on attend d'avoir telle chose ou telle chose pour profiter de la vie, alors qu'elle est là. Donc la vie comme une manière intense d'être au monde avec une conscience aiguë de la mort. Quand on a cette démarche-là, on cherche à valoriser chaque instant, car tout peut basculer à tout moment. Absolument. Tout peut basculer à tout moment. Quel est ton dernier message, quelque chose que tu voudrais véhiculer, des conseils ou juste au-delà de tout ce que tu viens de dire, de partager avec nous? Quel message voudrais-tu que la jeunesse, la jeune génération, la communauté de Patterson retient aujourd'hui? Je tenais d'abord à te féliciter pour le travail magnifique que tu fais sur Moral. Je pense que c'est des espaces où on parle des mots, de passion, etc., de l'humanité dans sa complexité. Tout à fait. Je considère cela comme des espaces de résistance. Donc, félicitations pour ce travail, Merci pour cet beaucoup. espace que tu offres et votre attachement à la qualité. Dès que j'ai reçu l'invitation et tout le protocole, je me suis dit, ça, c'est du sérieux. Voilà. Donc, Oui, on merci essaye. donc, bravo pour ce travail, Merci. le sens du détail. C'est excellent. Et la dernière phrase que je vais partager est de Oscar Wilde. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Magnifique. Tout le reste est googlé aussi. Yes. Merci Patterson, c'était un plaisir, un énorme plaisir, un honneur de te recevoir sur Moral. Plaisir partagé. Merci. Merci à la communauté de Moral. Si tu as apprécié cet échange, ces mots, MOTS, merci de liker, de partager cette vidéo. Dis-nous également ton ressenti. Partage-nous aujourd'hui un mot, juste un mot. Si tu veux un groupe de mots, si tu veux une phrase, mais dis-nous aujourd'hui ce que tu ressens après ces mots hautement utiles de Patterson. On se donne rendez-vous très bientôt sur Moral avec un autre invité. Mais avant cela, je t'inviterai à penser avec les bons mots et bien sûr d'agir avec les bonnes actions. Moral, des mots et des sens pour des morales et pour le moral. À très bientôt. li ci baay bi di doom na ko jëli kaddu mag ñi nii na ko sëti firi nañu gën a disoo ndax ñu mën a déggoo xanaa gisoo jikko yi ni ñu gën a yàqoo xale poto poto la na ko raaxee rek lay wëyee